Je vous remercie et je suis très heureuse d'être là et j'en profite aussi pour féliciter vraiment les organisateurs de l'exposition et de cet après-midi. C'est un moment important. Alors, moi, j'aimerais dire au préalable que donc, ce travail dans une prison de femmes, ce n'est pas forcément a priori pour les femmes que je l'avais fait au début. C'est-à-dire que pourquoi j'ai eu envie de faire ce travail, c'est d'abord pour retourner en prison. C'est-à-dire que ça fait bientôt, ça fait oui, presque 30 ans que je suis magistrate. J'avais commencé comme juge d'application des peines dans les prisons de Lyon, donc j'allais beaucoup en prison. Et puis après, les années passant, eh bien, voilà, on se rend compte que les juges vont de moins en moins souvent dans les prisons. Et je me suis dit, eh bien voilà, 30 ans sont passés, j'ai prononcé peut-être des centaines d'années de prison, parce que je suis une juge pénaliste. J'aimerais bien retourner derrière les barreaux pour interroger un peu, pour sentir comment nos peines comment les peines que nous prononçons sont perçues derrière les barreaux, que ce soit de la part d'ailleurs des détenus comme des professionnels. Et puis, quand même, comme je suis, je pense, assez féministe, je me suis dit que parmi les détenus, les plus oubliés, les plus isolés, c'était quand même les femmes. D'autre part, je suis aussi fondatrice d'une association pour les femmes, donc voilà, je me suis dit, ce travail-là, il faut le faire en direction des femmes. C'est plus la prison au départ qui a motivé ce travail. Alors voilà, vous dites effectivement 3,5% de femmes en prison et un chiffre à peu près stable. Ça veut dire aussi qu'il y a peu de femmes qui commettent des crimes et des délits, hein, puisque en fait le chiffre il est à peu près de 8%, c'est-à-dire que sur la criminalité totale, la criminalité des femmes donc, représente 8%. Donc on est aussi sur des chiffres très faibles. En revanche, 16% des femmes incarcérées ont commis des crimes de sang, alors que seulement 7% des hommes incarcérés ont commis ces crimes de sang. Alors voilà, on se rend compte qu'une différence existe. Alors, il y a deux questions qui sont souvent posées. C'est, est-ce que les femmes sont mieux traitées par la justice? Parce qu'on se dit, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Est-ce que vraiment les juges sont plus sympas envers les femmes? Alors, moi, je pense que rien, mais vraiment rien, ne permet de l'affirmer, d'autant qu'on voit que de toute façon, la criminalité des femmes, elle reste quand même nettement en deçà que celle des hommes. Et rien ne permet de l'affirmer. Et en revanche, il faut peut-être plutôt s'intéresser à la situation sociale, à la réalité sociale des femmes qui sont souvent présentées à la justice. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver certaines réponses. C'est-à-dire que la loi, notamment en matière de détention, et encore plus de détention provisoire, c'est-à-dire au moment où la personne est présentée à un juge d'instruction, puis éventuellement donc, à un juge des libertés de la détention, se pose la question de la détention provisoire. Or, il y a un article qui est l'article 144 du Code de procédure pénale, il ne distingue pas entre les hommes et les femmes. En revanche, parmi les critères qui font partie de la réflexion du juge au moment de placer quelqu'un en détention provisoire, eh bien, la situation qu'il peut avoir à l'extérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il a une charge de famille, est-ce qu'il a un emploi stable, mais surtout une charge de famille, c'est quelque chose qui va entrer en ligne de compte. Or, souvent, mais malheureusement, il y a peu d'études, même quasiment pas d'études qui sont faites sur les femmes. Moi, donc, ce que je dis, c'est un petit peu empirique, c'est-à-dire c'est ce que j'ai pu examiner aussi bien à travers cette enquête que j'ai faite en prison qu'au cours de mes 30 années de pratique. On se rend compte que beaucoup de femmes qui sont présentées à la justice élèvent seules souvent leurs enfants ou sont seules. Et donc, c'est sûr que c'est un critère certainement qui est pris en compte au moment de la décision de placement en détention. Hein, voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait une bienveillance particulière à l'égard des femmes. Et je vais même vous donner un petit exemple que j'ai pu rencontrer justement en prison. J'ai rencontré une jeune femme dont la situation m'a beaucoup marquée, qui était... une femme qui avait été condamnée à une peine, je crois, de 18 mois ou 2 ans de prison et qui n'avait pas été mise à exécution.
Et donc, cette femme avait eu un enfant depuis le prononcé de cette peine. Et la police est arrivée pour mettre la peine à exécution alors qu'elle venait d'accoucher. Ça faisait 8 mois qu'elle avait accouché. Et il n'y a pas eu rien à dire. Elle est partie en prison. Le bébé, donc elle élevait seule son enfant. Le bébé a été placé. Et elle ne l'a pas vu avant 4 mois alors qu'elle était incarcérée. Voilà, donc je ne pense pas que la justice traite particulièrement mieux les femmes que les hommes. Je ne vais pas donner de dimension historique parce que je pense qu'ici, voilà, donc, je ne parlerai que... Mais enfin, on peut avoir d'autres exemples aussi dans l'histoire. Après, l'autre question qu'on se pose souvent, c'est y a-t-il une spécificité justement des crimes ou délits commis par des femmes? Donc là, je pense qu'effectivement, cette expo donne aussi un éclairage. Hein. Alors évidemment, il y a l'infanticide. Il y a aussi... on voit aussi que l'empoisonnement était un crime souvent celui des femmes. Bon, moi, je n'ai pas connu d'empoisonneuse. En revanche, j'ai connu plusieurs femmes infanticides. Et surtout aussi, on a tendance à croire que les femmes ne peuvent commettre que des crimes passionnels ou des crimes ou délits pour aider leurs compagnons. Et c'est moi ce que j'appelle une forme de criminalité de dépendance. En fait, on imaginerait toujours que les femmes sont dans une criminalité de dépendance, c'est-à-dire on tue parce qu'on aime ou parce qu'on est trahi ou parce qu'on est jalouse et donc on peut tuer son mari, son amant, etc. Ou alors, on aide son mari, trafiquant de drogue, donc on transporte éventuellement une petite quantité, on aide un cambrioleur en recelant du matériel. Oui, bien sûr, cela existe. Moi, j'ai connu aussi plusieurs cas de femmes pour recel de malfaiteurs, c'est-à-dire qui cachaient leurs compagnons qui étaient en cavale, par exemple. Bien sûr que tout cela existe. Mais ce qu'en parallèle, j'appelle la criminalité autonome des femmes existe aussi. Hein, et les femmes commettent des vols, des violences, des escroqueries, des trafics de stupéfiants, n'ont pas besoin d'hommes pour ça. De même que les infractions sexuelles ne sont pas non plus réservées, ne sont pas non plus l'apanage des hommes. Hein. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui sont condamnées pour des viols, des agressions sexuelles, et ça, on n'en parle vraiment jamais. Hein. Et aussi, sont-elles moins souvent dénoncées? Alors ça peut faire l'objet d'autres débats, mais c'est un élément non négligeable. Enfin, moi, j'aurais des réflexions à faire là-dessus, mais on n'a pas le temps. Mais à l'instar de ce que nous montre l'exposition, je me demande si traiter finalement des questions relatives à la criminalité des femmes et à la manière dont elles sont traitées par la justice, interrogées, jugées, condamnées, ne renvoie pas surtout à l'image et au rôle que la société leur confère et auquel finalement elles se soumettent aussi très bien. Et si la femme ne correspond pas à ce que la société attend d'elle, ne risque-t-elle pas d'être plus sévèrement condamnée? On peut quand même se poser sérieusement la question. On peut, et j'avais lu, quand j'ai écrit le livre, j'avais lu un autre livre écrit par Odile Krakowicz sur les femmes bagnardes. Et elle notait notamment qu'à la fin du 19e, mais bon, c'est peut-être pas complètement différent aujourd'hui, enfin on va dire que c'est un petit peu différent, mais enfin on va se dire qu'au 19e en tout cas c'était comme ça, en disant que l'indulgence, elle peut être plus volontiers accordée à la femme, sur laquelle on peut projeter des images de misérables, d'amoureuses passionnées, de jeunes filles encore inconscientes de la gravité de ses agissements, mais si elle assume son geste, elle devient rapidement un monstre. Et, disait-elle, l'indulgence ou la pénalisation plus forte dépendront de l'idée que se feront les juges de la conformité de ces actes avec ce que la nature attend d'elles. Donc juger les femmes au regard de ce que la société attend d'elles, et non seulement en fonction de la transgression à la loi qu'elles ont ou non commise, n'est-il pas hautement discriminant, voire dangereux? C'est à la fois un bénéfice d'être une femme, quelquefois, ouais. Et en même temps, on est quand même encore aujourd'hui présumé coupable d'avoir fait un crime spécialement atroce
parce qu'on est une femme. Dans l'esprit des voilà, juges. C'est ça. Je pense qu'on on s'est pas complètement détaché de tout ça. Voilà, on s'est pas complètement détaché de tout ça. Et on sait en même temps que les croyances et les théories basées sur la nature supposée des femmes leur ont fait quand même beaucoup de mal, on peut dire, que ce soit dans des approches religieuses, avec la notion un peu d'impureté du corps des femmes, comme aussi en matière de psychiatrie, je veux dire la fin du 19e, où il y avait les médecins aliénistes qui pensaient que les femmes étaient faites pour sentir, et que sentir, c'était presque déjà l'hystérie. Voilà, il ne faut quand même pas oublier tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, moi je reste toujours méfiante de ce qui renvoie à une supposée nature des femmes. Mais alors, pour ce qui concerne les femmes en prison, on ne peut pas faire l'économie d'une approche différentielle, quand même, justement parce qu'on est obligé de faire ça, parce qu'il y a une spécificité féminine en prison. Alors pourquoi déjà ? Parce que, comme je le disais, les femmes finalement se soumettent très bien à l'image qu'elles renvoient. Cette spécificité, elle est revendiquée quelque part, elle est affirmée. Et par exemple, une surveillante me rapporte que lorsqu'elle est arrivée en prison, une collègue lui a dit « Les femmes, c'est propre et ça crie pas ». Et détenues aussi comme personnel affirment toutes, par exemple, les femmes sont vilaines entre elles. En plus, c'est des termes, j'adore. Voilà. Et les surveillantes aussi, par exemple, revendiquent leur spécificité féminine dans l'accomplissement de leur mission. Par exemple, elles se disent davantage dans le dialogue que leurs collègues masculins, qui n'hésitent pas, selon elles, alors ce sont des expressions qu'elles ont souvent employées, qui n'hésitent pas à se retrouver front à front avec les détenus. Elles estiment qu'elles ont un rôle qui ne doit pas se borner à celui d'ouvrir et fermer les portes. Elles sont en général d'ailleurs assez impliquées auprès des femmes et souhaiteraient davantage être associées à leur réinsertion, par exemple. Il est aussi une particularité notable. Alors, c'est beaucoup de questions que je pose, parce que si des femmes peuvent être affectées comme surveillantes dans des quartiers de détention d'hommes, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aucun homme ne peut garder des cellules de femmes en prison. C'est-à-dire qu'il y a dans une prison de femmes, il y a des hommes, mais ils sont dégradés, mais qui ne sont pas en contact direct avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ouvrir les portes des cellules. J'ai lu quelque part que s'il y avait un homme qui passait le plombier pour réparer quelque chose... Ça, c'est à Versailles. On dit attention, on dit pas attention, on dit un homme. Un homme, parce qu'à Versailles, comme il y a eu une histoire d'amour, je sais pas, une histoire en tout cas qui a défrayé la chronique entre un directeur et une détenue, donc il y a une prudence encore accrue depuis cet épisode. Et donc... aucun homme ne peut garder donc ces cellules de femmes. Et en fait, moi, j'avoue que le motif de cette différence de traitement m'échappe toujours. Ça me semble très basé sur des stéréotypes de gentillesse, de douceur, enfin d'éducation. Elles sont sans doute comme ça par éducation. Et donc ça, c'est surtout du côté surveillant. Alors du côté des détenus, il y a aussi vraiment des constantes. C'est-à-dire que le souci de l'apparence quand même, une apparence soignée, que ce soit de la part des surveillantes comme des détenus. Je me souviens d'une jeune surveillante qui me disait « Moi, je n'aime pas la violence, je ne passe pas mes journées à crier, moi, je suis féminine et coquette. » Et elle disait « Pour une détenue, avoir quelqu'un qui lui ouvre la porte à 7 heures du matin, bien coiffée, c'est quand même plus agréable. » Voilà. Et parmi les femmes aussi, j'ai trouvé que des femmes étaient très touchantes justement par le soin qu'elles apportaient à leur apparence, comme si finalement c'était un petit peu, comme s'il fallait sauver finalement encore cette apparence, quoi. Et j'ai le souvenir d'une femme qui était condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, donc puisqu'elle était encore en maison d'arrêt, elle était en appel, c'est pour ça qu'elle était encore à la maison d'arrêt. Elle était en prison depuis 3 ans et elle avait toujours les ongles laqués, les cheveux lissés, les yeux maquillés. Et je lui disais, mais on dirait pas que vous êtes là depuis des mois, quoi. Et elle me disait qu'elle luttait pour tenir et qu'en fait, elle s'était enfermée dans un bunker, comme si elle était dehors, et que finalement, c'était juste son corps qui était enfermé. Et pour elle, rester jolie, c'était important. Elle disait, la coquetterie est ce qui vous permet d'être encore dans ce monde.
C'était très touchant. Et nombreuses aussi sont les détenues qui, par exemple, font de l'exercice dans leurs cellules pour éviter de gonfler. Voilà, enfin, je me souviens d'une autre qui dansait la Zumba. Enfin, bon, c'est quelque chose d'important. Préserver leur apparence et aussi finalement l'importance du corps, parce que finalement ce corps avec lequel elles se retrouvent face à face dans l'isolement de leur détention. Finalement, c'est un peu ce qui leur reste, quoi. Et vous n'avez pas trop entendu parler, pas seulement à Versailles, mais ailleurs en France, d'épisodes de violence causés par l'enfermement. Alors, donc, il y a peu de violence physique. Par exemple, à Versailles, en tout cas, lorsque j'ai fait ce travail, puisque je l'ai fait en 2014, sur l'année 2013, il n'y avait eu aucun incident de violence ayant provoqué un placement en cellule disciplinaire. Voilà. En revanche, des violences verbales existent. Et d'ailleurs, bon, ça c'est assez fréquent. Je veux dire qu'elles s'insultent, des injures, de temps en temps se tirer les cheveux, mais il n'y avait pas eu de violence, par exemple, sur toute une année, en tout cas pas de violence suffisante, ça veut dire, qui justifie un placement, une sanction disciplinaire. Et comment ça se passe avec les enfants? Alors voilà, donc juste peut-être pour terminer sur cette spécificité féminine, on la retrouve aussi pas mal dans les tâches qu'elles font et les activités qu'on leur propose, qui sont quand même assez stéréotypées. C'est toujours les conditionnements de petites choses, des petits coussinets parfumés, c'est toujours des choses comme ça. Le tricot, voilà, elles font du tricot si elles sont payées à la pièce, voilà. Alors, on pourrait développer davantage. Et donc, vraiment, cette spécificité aussi, on la retrouve pour toutes les mères. Parce que là, je pense que c'est vraiment... et pour moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est pour les femmes qui sont mères. Parce que, vraiment, on peut dire qu'elles sont reléguées. Enfin, ouais, je crois qu'on peut dire qu'elles sont beaucoup reléguées dans leur rôle. Elles sont reléguées, alors que finalement, bien sûr, sauf celles qui sont là pour des condamnations sur leurs enfants. Mais sinon, elles sont mères, je veux dire, elles n'ont pas à être sanctionnées en tant que mères, et surtout, leurs enfants n'ont pas forcément à être privés de relations avec leur mère. Mais malheureusement, là, sur ce plan, je pense qu'on a beaucoup à progresser. Je ne sais pas si j'ai encore 3 minutes. Oui, 2 minutes. 2 minutes. Alors, je vais simplement insister juste sur ce lien familial. Parce que voilà, comme j'ai cité tout à l'heure l'exemple de cette femme qui avait été arrachée comme ça à son bébé, mais souvent, effectivement, comme elles élèvent leurs enfants seuls, parfois à l'extérieur, souvent les enfants sont placés, elles n'ont pas de nouvelles d'eux. Si par exemple elles demandent des bulletins scolaires au collège, on ne leur répond pas. Enfin, c'est comme si elles n'existaient plus. Et donc ça, je pense que on a vraiment à progresser, là-dessus. Donc en fait, bon, je vais m'arrêter là pour ne pas trop déborder. Merci et beaucoup. Je serai prête à